Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Mousso TV pour votre édition de 19h30. Nous commençons avec les actualités nationales. Apaisement du climat social. Les mesures phares annoncées par Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République a rencontré hier, mardi 16 juin 2020, des forces vives de la nation au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Plusieurs grandes décisions ont été annoncées, dont la question Soumaïla Cissé. La fin de la crise scolaire, la formation d'un gouvernement d'union nationale, des échanges pour une résolution de crise née des dernières élections législatives. La libération prochaine de l'honorable Soumaïla Cissé sont entre autres les nouvelles qui ont été données par le président de la République hier au CICB. Depuis l'annonce par le M5 RFP d'un grand rassemblement le vendredi prochain, le président de la République, dont la démission est demandée, multiplie les rencontres et les propositions de solutions. Des solutions ont même pu être trouvées à la crise scolaire que le régime a laissé trop perdurer. J'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en instruisant l'application immédiate, pleine et complète de l'article 39, a laissé entendre le président acculé. La question du prochain gouvernement a été également soulevée par le président de la République. Il n'est certainement plus dans les dispositions du dialogue national inclusif qui prévoit un gouvernement d'au maximum 25 membres. Ibrahim Boubacar Keïta dit avoir engagé des concertations pour former un gouvernement d'union nationale. Et il dit n'être dans les dispositions d'écarter qui que ce soit. Parlons de la Cour constitutionnelle. IBK propose aussi des échanges. C'est la même proposition qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Il a aussi annoncé le retour prochain du chef de file de l'opposition parmi les siens. Sachez que mon cadet Soumaïla Cissé est en vie. Nous avons cette preuve. Nous savons qui sont ses ravisseurs. Les contacts sont établis pour obtenir sa libération. À présent, nous partons à Mopti, des villageois attaqués à Matéou par des groupes armés terroristes. Ce mardi 16 juin 2020, des jeunes partis à la recherche de l'herbe pour les animaux ont fait l'objet d'une attaque d'hommes armés. Il y aurait au moins 3 morts, selon les témoignages recueillis. En ce moment de jonction, où l'herbe verte n'est encore assez haute pour que les animaux puissent s'en nourrir, les villageois sont obligés de s'éloigner un peu plus de leur village pour amener de l'herbe sèche, qui se fait de plus en plus rare, afin que leur bétail ne meure pas de faim. Mais avec l'insécurité qui prévaut dans le centre, il est presque judiciaire de partir jusqu'à une certaine distance de son village. Malgré le risque que cela impliquait, 3 jeunes de Matéou dans la commune Madougou, cercle de Koro, ont décidé de se rendre en brousse à la recherche de nourriture pour leur bétail. Ce serait sur leur chemin de retour qu'ils auraient croisé des hommes armés à moto. Ces derniers les auraient froidement abattus avant de continuer leur route. Par ailleurs, dans la même commune de Madougou, mais un peu plus à l'ouest, des hommes armés s'en seraient pris à un boutiquier à Borongo, dans la soirée du lundi 15 juin 2020. Selon les témoins, les assaillants ont dévalisé la petite boutique avant de s'en aller, sans faire de victimes humaines. À présent, en République démocratique du Congo, le juge Raphaël Nyayi tué par des coups à la tête. Selon le vice-premier ministre, le flou entourant la mort du juge Raphaël Nyayi au Vongu commence à se dissiper en République démocratique du Congo. Décédé la nuit du 26 au 27 mai, Raphaël Nyayi au Vongu présidait les audiences du procès Vital Kamerhe et ses co-accusés dans le cadre du programme d'urgence de Félix Tshisekedi.
Les résultats de 2 autopsies ont été révélés par le vice-président et ministre de la Justice. Les résultats de 2 autopsies ont été relevés par le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunda, mardi 16 juin 2020. 2 autopsies ont été réalisées, dont la deuxième en présence d'un médecin légiste de la MONUSCO. Selon les rapports de ces examens cités par Célestin Tunda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, le juge a été victime d'une hémorragie. Le juge Nyayi est mort principalement à la suite des coups qu'il a reçus, qui ont occasionné un traumatisme crânien. Il y a eu coagulation de sang dans le crâne. C'est cette situation qui a entraîné l'arrêt cardiaque, donc la mort. La famille et certains activistes soupçonnaient une mort par empoisonnement. Ce n'est pas le cas, d'après le ministre. On a découvert des substances végétales non létales qui étaient dans le corps. Ces substances ne sont pas la cause de la mort, mais ce sont les coups qui ont provoqué la mort du juge. Plusieurs questions demeurent. Quand est-ce que le juge a été battu? Comment la famille ne l'avait-elle pas constaté? Dans quel état était-il arrivé à son domicile? Ensuite, à l'hôpital. Le vice-premier ministre Célestin Tunda annonce une enquête pour déterminer les circonstances de ce qu'il a qualifié de meurtre. Il est prévu qu'il reçoive la famille du défunt ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, l'Afrique compte 251 495 cas confirmés de coronavirus. 6 766 décès sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Le pays le plus touché par la pandémie est l'Afrique du Sud, avec 76 334 cas confirmés, 42 063 guérisons et 1625 décès. Colère et tension en Inde, après des affrontements meurtriers avec la Chine. L'Inde et la Chine se sont affrontés mardi dans la région himalayenne du Ladakh. Des sources indiennes parlent de 20 morts côté indien et jusqu'à 43 morts ou blessés de l'autre. La tension est à son comble dans le sous-continent. En pleine pandémie, c'est en 45 ans le premier affrontement meurtrier entre les 2 plus grandes armées d'Asie, chacune dotée de l'arme atomique. Voilà un mois que la tension monte autour du différend frontalier entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya. Les 5 et 9 mai avaient eu lieu suite à une incursion de troupes chinoises en sol indien. Le 7 juin, des pourparlers militaires avaient laissé espérer une désescalade. En Inde, l'émotion et la colère dominent. Un soldat tamoul qui avait prévu de quitter l'armée est érigé en martyr. Teach Lesson to China, donner une leçon à la Chine, est à la une sur Twitter. Les internautes débattent aussi du nombre réel de morts chez l'adversaire. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette région enclavée où chacune des puissances accuse l'autre d'avoir empiété sur son territoire. Le leader du parti du Congrès, Rahul Gandhi, a appelé ce mercredi matin le Premier ministre à sortir de son silence et demandé comment la Chine osait tuer des soldats en Inde. Pour ne rien arranger, le Népal a approuvé samedi dernier une nouvelle carte de son territoire que le gouvernement indien conteste. Cette décision est perçue comme un signe de plus de l'impérialisme de Pékin, qui exerce un poids de plus en plus important sur cet État tampon. Et enfin, en Irak, la Turquie lance une vaste opération militaire contre les rebelles kurdes. La Turquie a annoncé mercredi le déploiement des forces spéciales dans le nord de l'Irak. Dans le cadre d'une opération terrestre contre les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'opération, qui fait suite à d'intenses frappes aériennes, est appuyée par l'aviation et l'artillerie turque. C'est une opération d'ampleur, la plus grande de l'armée turque dans le nord de l'Irak depuis au moins 5 ans.
L'opération Griffe d'Aigle, comme l'a baptisée Ankara, avait commencé dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes couvrant une vaste zone allant des monts Sinjar à l'ouest au mont Kandil, à l'est à grand renfort d'avions de chasse et de drones. 2 jours plus tard, l'opération est donc entrée dans sa phase terrestre, sous le nom d'opération Griffe du Tigre. Avec le déploiement des forces spéciales, l'incursion des commandos turcs, appuyés par des hélicoptères de combat et des drones armés, a été précédée d'un intense bombardement d'artillerie, a affirmé le ministère turc de la Défense sur son compte Twitter, où il publie plusieurs fois par jour des vidéos de l'opération. Selon le ministère, l'armée turque vise des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, installé depuis une trentaine d'années dans les monts Kandil. La région du Sinjar, elle est une cible plus récente d'Ankara qui soutient que le PKK utilise ces massifs montagneux comme couloir pour relier ses bases barrières de Kandil, au nord-est de la Syrie. Mais le Sinjar est aussi la terre des Yézidis, une communauté qui a subi les massacres du groupe État islamique en 2014. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur les antennes de Mousso TV.